amis de la lecture, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce jour. Nous sommes le dimanche 5 février. Alors, avant même de lancer le générique, quelques petites infos. D'abord, eh bien, pour vous dire que le challenge de la crypte, finalement, qui s'est achevé là, il y a quelques jours, eh bien, je n'en ai quasiment pas lu, hein, donc ça confirme ce que je vous avais déjà annoncé dans une précédente vidéo, hein. Je ne suis pas fait pour les challenges, je ne m'y tiens pas. Même si j'ai fait une liste et que j'avais l'intention de m'y tenir, eh bien, en fait, je ne m'y suis pas tenu du tout. Et pour ça, j'ai de bonnes raisons, en tout cas de mon point de vue, puisque je pensais en janvier avoir un peu plus de temps pour lire plus d'ouvrages dans le cadre du challenge de la crypte, mais ça n'a pas été le cas parce que, alors je vous avais expliqué que j'ai suivi une formation pour devenir écrivain, que je travaillais également sur un projet de premier roman. Dans le cadre, ce stage, cette formation s'est terminée en décembre, mi-décembre, mais il y avait un certain nombre d'exercices à fournir, que j'ai fournis, et après il restait donc 2 mois pour rédiger et pour présenter donc le plus gros exercice, si on veut. Il s'agissait de monter un dossier de soumission, donc un dossier de soumission en vue de présenter un roman à un éditeur. Donc un dossier de soumission, ça doit comporter pas mal de choses, une présentation de soi bien sûr, mais aussi il faut expliquer quelques thèmes qui vont être traités dans votre roman. Et il faut joindre à ça donc un synopsis plutôt détaillé, donc un synopsis complet et plutôt détaillé de votre roman. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en plus, il fallait rédiger 7000 mots. Alors 7000 mots, c'est-à-dire à peu près 3 à 4 chapitres, selon, hein, en sachant que la longueur moyenne d'un chapitre aujourd'hui, hein, ça n'a plus rien à voir avec le 19e siècle. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de 2000 mots. Les longs, c'est 3000 mots. Euh, bon, donc ça veut dire que eh bien, ça se lit, les chapitres se lisent quand même très vite. Donc j'ai fait ça, j'ai écrit ces 7000 mots, même un peu plus, et donc mon dossier de soumission, et cela m'a pris en gros le mois de janvier, puisque j'ai eu terminé mon dossier, je l'ai terminé, je crois, je l'ai envoyé le 22 janvier. Donc eh bien, nous étions quasiment à la fin du mois de janvier et je n'avais toujours pas lu de livre dans le cadre du challenge de la crypte. J'ai pu en lire quand même un, que je vais d'ailleurs vous présenter, et un deuxième. Mais ce deuxième, je ne l'ai pas terminé aujourd'hui, donc je vous le présenterai la prochaine fois, et je conserve malgré tout la liste que je m'étais faite pour pouvoir vous présenter d'autres ouvrages que j'avais choisis pour le challenge de la crypte. Voilà, donc pas plus de challenge. Voilà, j'arrête les challenges de la même manière que je ne ferai plus non plus de cet avenir, non pas parce que je n'envisage pas, je ne peux pas programmer un emploi du temps de lecture si on veut, mais surtout parce que je veux me garder la possibilité de faire tout un tas de choses qui pourraient qui peuvent se présenter de manière impromptue. Et bon, c'est pas tout à fait vrai avec la formation devenir écrivain parce que c'est quelque chose que j'ai à quoi je réfléchissais depuis de nombreux mois et que j'ai mis en œuvre depuis octobre 2022. Donc ça fait quand même maintenant 3, 4 mois, 4 mois. Voilà, donc, et là aussi, je vous l'annonce tout de suite,
je ne pense pas, bon, j'avais dit dans mes vœux que j'essaierais eh bien, de réaliser plus de vidéos. Alors, cette intention, je l'ai toujours, bien sûr, je vais le faire, mais ça ne se fera pas tout de suite. Et à cela, il y a une autre raison qui complète celle du dossier de soumission, c'est que je me suis fixé une deadline à la mi-mars pour écrire complètement le premier jet de mon roman. Enfin, quand je dis le premier jet, oui, c'est un premier jet, mais légèrement corrigé quand même. Et voilà, donc ça risque, puisque mes routines d'écriture, elles vont sans doute prendre plus de temps, et je vais essayer de me caler sur la routine d'écriture des professionnels. En gros, c'est 5 sessions par semaine de 2 à 3 heures. Donc ça va sans doute beaucoup prendre sur mes lectures, mais c'est ma priorité. Et ensuite, donc nous serons fin mars, début avril, disons pour avril. Là, je pourrais, je pense, produire beaucoup plus régulièrement des vidéos. Cependant, d'ici avril, je vais quand même continuer. Je continue à lire et à réaliser, mais à un rythme moindre, c'est tout. C'est la seule différence. Alors pour aujourd'hui, donc j'ai quand même un certain nombre de choses à vous présenter. Donc c'est ce que j'appelle les updates FM, c'est-à-dire au fur et à mesure. J'ai lu quelques livres dont certains j'ai déjà parlé, un petit peu annoncé en tout cas, et que je vais vous présenter. Mais d'abord, 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 le générique. Le premier roman dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est un roman classique qui est considéré comme l'un des romans phares du réalisme magique. Alors, il s'agit donc du roman de Gabriel Garcia Marquez et Cent ans de solitude. Et c'est un roman que j'ai lu déjà, mais il y a très très longtemps. J'étais encore lycéen et à ce moment-là, bien, je ne connaissais pas grand-chose, pour ne pas dire rien, du réalisme magique. Et le roman m'avait quand même intrigué. Depuis, eh bien, j'ai eu l'occasion d'approfondir un peu mes connaissances sur ce genre qu'on appelle réalisme magique. Et j'ai eu aussi l'occasion de lire un certain nombre d'autres romans qui étaient dans cette catégorie. Alors, Cent ans de solitude. Eh bien, avant de commencer, peut-être juste une petite distinction. Donc, pour que nous soyons bien d'accord, donc le réalisme, ce qu'on appelle le réalisme en littérature, bon, je vais être très sommaire, mais bon, on va le résumer comme ça. Le réalisme en littérature, c'est le fait de raconter une histoire, mais en respectant toutes les règles de notre univers. Donc il n'y a pas dans le réalisme de fantômes, par exemple, de spectres, de monstres, de manifestations occultes diverses et variées. Non, nous sommes vraiment dans quelque chose qui recopie les règles de la réalité. Et je vous renvoie à un roman qui est un peu la pierre fondatrice du réalisme, qui est Madame Bovary. Madame Bovary de Gustave Flaubert, dont j'ai, je crois, déjà parlé.
mais bon, je n'insiste pas. Alors voilà ce qu'est en gros le réalisme, pour être rapide, et ce qui est magique au contraire. Donc quand on parle de magie, là nous sommes dans un monde où les règles coutumières de la physique newtonienne ne s'appliquent pas, et dans un monde où il est possible justement d'avoir des pouvoirs et de faire de la magie. Et donc, réalisme magique, ça laisse entendre qu'il va y avoir une fusion entre ces deux approches de la narration. Alors, que raconte 100 ans de solitude? Évidemment, c'est un ultra classique, donc je ne vais peut-être pas trop entrer dans les détails, d'autant plus que si vous souhaitez lire ce roman, je ne veux pas non plus trop en dire, mais il y a quand même un certain nombre de choses que je souhaite dire. La première, donc c'est le titre, 100 ans de solitude. Alors 100 ans, c'est 4 générations, et l'histoire va donc raconter l'histoire d'une famille. Alors je crois que c'est la famille Buendia. Euh, je n'ai pas pris de notes, hein, donc, et j'ai lu ce roman maintenant, je l'ai terminé il y a quelques semaines, donc tout est, voilà, il faut que je fasse appel à ma mémoire, qui n'est pas toujours fidèle au poste. Donc 100 ans de solitude, c'est en fait 4 générations sur lesquelles va peser donc une malédiction qui s'appelle 100 ans de solitude et qui se caractérise par le fait que, eh bien, peu à peu, donc les gens vieillissant, des gens de cette famille Buendia, eh bien, vont de plus en plus se retrouver seuls et vont finir seuls. C'est un peu le principe global. Mais il est diffus. Il faut lire pas mal le roman pour comprendre, en fait, pour voir ce que signifie 100 ans de solitude. La famille Buendia, donc qui est la famille protagoniste, si on peut dire, est située dans un petit village. Donc l'action se déroule en Amérique du Sud. Alors le pays n'est pas précisé, donc c'est un pays imaginaire, mais on peut penser à un certain nombre de pays, puisque en fait on retrouve un peu ce qui caractérisait les années donc 60-70. Alors je précise hein, que le roman a été publié en 1967, donc, et que l'auteur, donc Gabriel Garcia Marquez, est colombien, si je ne m'abuse. Colombien, donc on peut penser qu'il évoque de manière indirecte les dictatures qui étaient le régime le plus courant au cours de ces années 60-70, même jusqu'aux années 80, hein, si on pense à Pinochet par exemple, au Chili. Donc je crois qu'il est resté au pouvoir jusqu'à une bonne moitié des années 80. Donc on sent qu'il y a tout ça. Et la famille Buendia, c'est pas n'importe quelle famille. Donc dans cette famille, il y a des hommes politiques qui vont être influents et aussi des révolutionnaires qui vont mener donc une révolution. Mais je ne vous en dirai pas plus là-dessus. Donc cette famille Buendia est en fait la famille qui a fondé le village où se déroule l'action. C'est le village de Macondo, je crois. Je vérifie, oui, Macondo. Macondo, et donc cette famille a fondé ce village s'est développé, et au fur et à mesure de ces 100 ans, eh bien, on voit aussi, et on suit aussi l'évolution de ce village qui va suivre en quelque sorte l'évolution des personnages de cette famille. Venons-en au réalisme magique. Alors, quand j'ai lu le roman, je crois que j'en avais un petit peu parlé il y a
quelques semaines dans une vidéo précédente. Et quand j'avais commencé à relire ce roman, donc jusqu'à peu près la moitié du roman, je me suis dit, mais en quoi est-ce que c'est magique? C'était réaliste. Et je trouvais que c'était un roman réaliste, même si je me trompais. Et parce que, en fait, peu à peu, vont se produire alors des phénomènes dans l'action, mais aussi dans l'écriture, la manière d'écrire, le style, hein, donc qui vont complètement, eh bien, d'abord dériver, dévier du réalisme, et de plus en plus, plus on avance dans le roman, plus la présence des phénomènes et de la narration devient quelque chose d'assez magique, qui ne suit plus du tout les règles du monde physique que nous connaissons. Bon, à chaque fois je me demande si je dois aller plus loin, mais je vais m'arrêter là. Je vous ai donné un petit peu les bases. Mon avis personnel, c'est que j'ai vraiment bien fait de le relire maintenant avec un peu plus de connaissances en termes de réalisme magique. Et ce roman alors c'est un roman, quand on le prend en main, eh bien, il est difficile de le lâcher, c'est vrai. Et pourtant, bien pourtant, on pourrait se dire, bon, il se passe pas grand-chose, c'est pas un page-turner. Non, non, mais c'est vrai, ce n'est pas un page-turner. Mais ce qui est raconté, la manière, le style qui est utilisé pour raconter cette histoire est vraiment prenant. Dans le sens où moi, en tant que lecteur, hein, moi personnellement, eh bien, j'ai vraiment abordé le roman dans la perspective de comprendre en quoi c'était un roman phare du réalisme magique, et effectivement c'en est un, et parce qu'on a une espèce de poussée progressive de plus en plus forte et de plus en plus contaminante, hein. C'est comme si toute la réalité était peu à peu contaminée par la magie, et donc jusqu'à la fin. Et à la fin, alors normalement, habituellement, nous avons la résolution de l'énigme. C'est-à-dire que pour ce roman, on aurait l'explication de cette malédiction. Eh bien, je vous laisse découvrir quelle est cette explication. Parce qu'il y en a une. Entrée de Frédéric Livens. Alors, j'ai déjà lu un premier recueil de nouvelles il y a quelque temps de Frédéric Livens. C'est d'ailleurs le premier ouvrage de cet auteur que j'ai lu. C'était Suture. Voici un autre recueil de nouvelles. Bon, il a écrit un certain nombre de recueils de nouvelles. Je ne les ai pas tous. J'en ai un autre, mais il m'en manque encore un. Donc, Entrée, eh bien, comporte 20 nouvelles. Alors, au vu du titre, on peut se dire que c'est une invitation, entrée. Mais avec les points de suspension, on peut se dire, mais est-ce qu'il faut vraiment entrer? Parce qu'il y a un thème récurrent qui va traverser ces 20 nouvelles. Hein, on peut dire, pas vraiment, mais oui, la maison, c'est la maison qui est occupée par une entité ou une créature, et qui va faire beaucoup de tort à ses locataires ou à ses propriétaires. Donc nous avons 20 nouvelles là, sur ce thème bon, on peut dire de la maison hantée, quoi. La maison hantée, et à chaque fois, donc on va avoir soit de nouveaux locataires, soit des gens qui sont installés depuis peu, enfin bref, des gens qui arrivent dans un nouveau lieu d'habitation,
mais on va vite se rendre compte que le lieu est occupé et eh bien, qu'on n'est pas bienvenu. Alors, comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que c'est le deuxième, je ne sais pas si on peut parler d'habitude, mais ça va souvent, très mal se terminer pour les locataires ou les propriétaires. Alors ça se lit vraiment très facilement. C'est très agréable à lire. En revanche, mon point de vue personnel, c'est que je préfère de loin Suture, euh, parce que là, c'est, comment dire, les nouvelles sont bonnes, sont agréables, mais ça reste je trouve personnellement, très conventionnel en fait. Très conventionnel dans l'approche bon, ça se lit très vite. Si vous voulez passer une soirée avec des petites nouvelles fantastiques et voire horrifiques, bien vous pouvez prendre ce livre, entrer et oui, le lire assez rapidement. Je ne sais pas si je continue en fait sur la présentation de ce livre. Moi, pour vous parler un peu de mon impression personnelle, j'ai trouvé, donc, comme je vous le disais, que la lecture était agréable, mais c'est plus une lecture, c'est un peu bizarre de dire ça, mais lecture de détente. De détente plutôt qu'une lecture vraiment horrifique, même si parfois, quand même, hein, c'est assez fort, assez méchant, assez violent, et puis surtout cette espèce d'inéluctabilité du sort des personnages, qui, à part de très rares exceptions, ne s'en sortent jamais. Voilà, vous êtes prévenus. Alors, ce recueil, donc c'est un recueil que j'avais pris lors du salon du livre de Wallonie à Mons en Belgique, et donc Frédéric Lievens me l'avait dédicacé, hein, entre autres, et m'avait également, alors il m'avait remis, ça je l'ai là, il m'avait remis ce petit marque-page, ce petit signet, et également une magnette pour mettre sur le frigo. Elle est d'ailleurs sur le frigo, avec donc la couverture entrée. C'est très gentil, mais pour ça il faut aller sur les salons. Quoique je pense qu'on peut avoir aussi comme ça une série de goodies quand on commande directement à l'éditeur. Enfin bref, je vous le conseille, mais si vous voulez vraiment lire du Frédéric Lievens, qui est un très bon auteur de nouvelles, c'est un très bon nouvelliste, je vous conseillerais plutôt d'abord de vous orienter vers Suture. Alors comme je n'ai pas lu les autres recueils, je ne peux pas vous en parler, mais j'en ai un, donc l'autre je compte également me le procurer. Et ce sont donc des deux recueils qui ont été primés, comme Suture d'ailleurs, qui ont été primés, qui ont eu le prix de la nouvelle au Masterton. Graham Masterton, au prix Graham Masterton, dont je crois Frédéric Lievens a fait partie à un certain moment. Enfin bref, donc lisez d'abord Suture et ensuite vous pouvez lire celui-là si vous voulez. Mais évidemment, ce n'est qu'une recommandation. Faites comme vous voulez. Allez, au suivant. Alors, le livre suivant que je vous présente, comme le précédent d'ailleurs, hein, comme entrée, ces deux livres, donc je peux les remettre dans le cadre du challenge de la crypte, puisqu'en fait je les ai lus
la fin janvier et que, eh bien, dans les critères de sélection des livres, et j'avais choisi d'ailleurs le recueil de nouvelles de Frederick Levans parce qu'il entrait dans le cadre du challenge. On nous proposait de lire un recueil de nouvelles, donc c'est celui-là que j'avais pris. Et j'avais également pris donc un manga, puisque je ne lis pas de romans de romans d'épouvante qui s'inspirent de faits réels. Et j'avais pris, donc il y avait trois catégories, j'avais pris dans la première catégorie, lire un manga, à la place de un roman inspiré de faits réels. Et ce manga, eh bien, c'est un Junji Ito, encore un. Je poursuis toujours ma collection, elle s'étoffe, je les lis au fur et à mesure. Et celui-là, donc, c'est Histoire courte. Alors, je pense qu'on voit mieux là. Hein, non. Donc je reprends Histoire courte. Alors c'est un recueil d'histoires courtes, de mangas courts. Et c'est un recueil donc intégral. Alors il est intéressant parce que donc les histoires dont je vais vous parler un petit peu sont intéressantes, mais aussi parce que il est comment dire agencé avec des images, d'autres récits du mangaka. Donc je vous montre hein, rapidement. On a donc entre chaque ah non, ça c'est déjà la première nouvelle. Entre chaque nouvelle, on a une petite galerie avec des dessins d'autres mangas qu'a réalisé Junji Ito. Alors j'essaye de vous trouver, mais j'ai toujours ce problème. Je ne retrouve pas ce que j'avais vu. Bon, ben, j'aurais dû mettre quelque chose. Bon, tant pis. Puisque ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, je passe à la présentation. Donc, ce manga, histoire courte. Alors, je vous montre le sommaire. Donc, il y a un certain nombre de nouvelles, de petites histoires, donc de manga. Et vous voyez à chaque fois qu'il y a, je ne sais pas si vous voyez bien là, chaque fois qu'il y a galerie, donc ça correspond à ce que je vous disais, il y a régulièrement des images d'autres, des dessins d'autres histoires de Junji Ito. Alors du coup, je vais regarder les pages. Galerie 1, je voulais vous montrer par exemple page, alors galerie 3, spirale, galerie 4, la déchéance d'un homme. Je vous montre ces deux-là. Alors galerie 3, page 105. Alors il y a aussi le problème des pages. Ah bah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc vous avez entre les histoires ce genre de dessins. Ils sont très beaux, en couleur en plus. Hein. En voilà un, je vous en montre un autre. Et donc ça c'est le titre d'une histoire, la lécheuse dont je vais vous parler. Et en voilà un autre. Voilà, donc c'est extrêmement agréable de le lire. Et évidemment, je dirais tout de suite, c'est un bon Junji Ito. C'est un bon cru. Alors, je vais vous présenter, bon, sans trop en dévoiler, ces histoires, ou quelques histoires. Donc la première histoire, peut-être celle, je vais m'attarder un petit peu dessus, parce qu'elle définit un petit peu le thème qu'on retrouve à travers tout le recueil, enfin le recueil, tout le manga. Voilà, je vous montre cette première image. Et son titre, c'est Des millions de solitaires. Alors, vous l'aurez compris,
on reste, ce n'est pas voulu, hein, mais on reste fidèle au thème de 100 ans de solitude, puisque là aussi, le thème de la solitude, et Dieu sait qu'il est quand même très très prégnant au Japon, hein, et va être traité dans plusieurs mangas, plusieurs histoires. La première, donc des millions de solitaires, en fait des millions de solitaires, j'essaie de bien vous montrer ça, des millions de solitaires, voilà, c'est le nom d'une association. C'est le nom d'une association, et vous voyez, alors je vais rapidement, vous voyez que c'est en couleur. Et nous avons plusieurs planches comme ça qui vont être en couleur avant de revenir au noir et blanc. Voilà, donc ici par exemple, voilà. Donc l'histoire commence en couleur et elle se poursuit en noir et blanc. Alors, donc je vais vous parler du premier texte, des millions de solitaires. Et sur l'image, vous voyez comment finalement l'horreur de la solitude telle que la voit Junji Ito. C'est-à-dire, eh bien, le lien, puisque là, le couple, ils sont liés par du fil, alors je crois que c'est du fil de pêche. Bon, bref, ils sont liés par du fil, et ils sont morts. Donc le lien est mortel quand on est seul. Et quand on est seul, dans le sens où il n'est pas possible, où il est extrêmement difficile de finalement de sortir de sa solitude, parce que la solitude, c'est aussi un certain confort. Et c'est un peu ce qu'on a au début, dans cette histoire des millions de solitaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors je crois que j'avais noté, je le relis vite fait, hein, voilà, le protagoniste de cette histoire est ce qu'on appelle un Ikikomori. Ikikomori, ça veut dire que, c'est un terme japonais évidemment, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a décidé de se retirer du monde réel, de s'enfermer par exemple dans sa chambre, le plus souvent c'est dans sa chambre, et donc de ne plus en sortir, et cela pendant des jours, des semaines, des mois, même parfois des années. Donc nous avons un cas, alors ce sont des cas un peu pathologiques évidemment, mais de ce qu'on appelle le phénomène donc du hikikomori. Et là, au début, eh bien, de cette histoire, c'est un personnage comme ça. Il s'est retiré du monde. Alors le retrait du monde peut se justifier, souvent est justifié par les hikikomori, en disant que c'est bien justement, c'est bien mieux de rester dans sa chambre tout le temps, plutôt que de sortir et d'aller se confronter au monde, parce que se confronter au monde, c'est une source de stress, de douleur, de souffrance, de torture. C'est insupportable, quoi. Donc, ce sont des gens qui s'enferment. Ils s'enferment délibérément. Et du coup, plus le temps passe, plus élaborer des liens avec les autres ou retrouver du lien avec les autres devient difficile, et c'est un peu la thématique qui se trouve dans cette première histoire. Alors bon, je ne vais pas trop développer, hein, mais voilà. Je vous montre quand même quelques images un peu plus loin, mais sans dévoiler, hein. Voilà un exemple. Donc, dans l'histoire, on trouve de plus en plus comme ça de gens morts qui sont attachés les uns aux autres par du fil de pêche. Et ce fil de pêche qui symbolise le lien problématique. Donc, voilà une image, par exemple. J'espère que vous voyez bien. Il me semble que c'est dans le cadre.
Je peux même, il y en a pas mal, hein. Je vous en montre une, vous voyez, là on retrouve vraiment Junji Ito. Plus on avance, plus ça prend des proportions énormes, cosmiques. Donc voici un peu plus loin, donc à nouveau un nouvel assemblage. J'espère que vous le voyez bien. Donc au début on avait un couple et là eh bien là on a carrément euh, une tribu. Voilà pour la première nouvelle. Je vous invite fortement à lire. Donc la deuxième nouvelle va également aborder le thème de la solitude. Alors la deuxième nouvelle, attendez, je cherche son titre. Est-ce que je l'ai noté? Oui, j'ai un carnet plein de notes. Oui, alors la deuxième nouvelle, c'est une adaptation en fait. C'est ça, c'est une adaptation. Je vous retrouve, que vous connaissez hein, peut-être, puisque c'est une adaptation, c'est classique comme nouvelle. Hein. C'est un auteur classique japonais. C'est une adaptation d'Edogawa Rampo, qui s'appelle La Chaise, traduit La Chaise. Et donc Edogawa Rampo, que vous connaissez sans doute, parce que bon, Edogawa Rampo, en fait, ce n'est pas évidemment son vrai nom, hein, c'est un pseudonyme, et il l'a élaboré en pensant à Edgar Allan Poe, pour que ça sonne un peu comme Edgar Allan Poe, Edogawa Rampo, Edouard, Edgar Allan Poe, et Edogawa Rampo, c'est à peu près le même son. Et en plus, Edogawa Rampo, ça a une signification en japonais. Alors, ne me demandez plus laquelle, je vais essayer de m'en souvenir. Je crois que c'est quelque chose du genre être le long d'un fleuve, un truc comme ça. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises, je ne m'avance pas parce que je ne me souviens plus. Il faudrait que je vérifie. Mais voilà, donc La Chaise d'Edogawa Rampo. Je continue un petit peu. Alors, je vais vous présenter donc la chaise. Bon, est-ce qu'il faut que je vous présente la chaise? Euh, Alors, on retrouve le thème du lien, mais ici, c'est un lien totalement délirant, puisque c'est autour, en fait, c'est la chaise, mais c'est autour, je crois, d'une espèce de fauteuil. Alors je vais vous montrer ça. Oui, c'est autour d'une espèce de fauteuil. Fauteuil donc avec c'est une histoire de fusion entre un humain et un fauteuil. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, regardez cette belle couverture. Cette belle couverture. Et je vous invite à aller lire ça directement. Voilà pour la deuxième nouvelle. Alors la troisième nouvelle qu'on trouve dans ce manga, s'intitule La Vénus invisible. Euh, Invisible, c'est pas l'homme invisible hein, qu'on ne voit pas. C'est juste pour que vous sachiez un peu l'idée, c'est que on a une. Alors là encore, on peut établir des liens avec la solitude, etc. Bon, ça traverse tout le livre. Mais ici, donc la Vénus invisible, c'est une jeune femme, belle, mais qu'on ne peut pas voir si on se rapproche d'elle. Elle devient invisible. On ne peut la voir que si on est assez éloigné. Et donc, ça problématise là aussi le lien. Puisque pour nouer des liens, il faut se rapprocher des gens. Or là, eh bien, la personne, le personnage plutôt, disparaît de la vue si on s'approche d'elle. Voilà, c'est intéressant. Alors il y a encore une nouvelle dont je voulais un petit peu vous parler. Il s'agit, le titre c'est
la lécheuse. La lécheuse. Alors je vais essayer de vous trouver la page de garde là, si j'arrête. J'ai mis encore une fois plein de post-it, mais bon, je sais plus. En plus, je me suis dit, je vais mettre des couleurs pour indiquer chaque, mais je sais plus. Je ne sais plus parce que là aussi, je l'ai terminé hein, depuis quelques semaines. Je l'ai lu il y a quelques semaines. Alors, où est-elle? Bon, nous n'allons pas trop traîner. Bon, et voilà. Il faut que j'aille voir dans le menu. Ah, mais il y en a encore après. Donc, page 107. Page 107. Voilà, bah, je vous l'avais montré hein, tout à l'heure. Voilà cette belle couverture. Cette belle, la lécheuse, c'est elle. Alors, que raconte, là aussi, je ne vais pas trop en dire, mais que raconte cette histoire? Eh bien, la lécheuse est un personnage mystérieux qui apparaît comme ça soudain, que vous croisez dans la rue, et qui se rapproche de vous et qui se met à vous lécher. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai noté, mais oui, mais je ne vais pas vous le dire parce que sinon je vais spoiler. Donc je vous laisse découvrir. Et je vous disais, nous avons encore une histoire après, hein, donc ça fait quatre histoires courtes. Enfin, à la fin, il y en a plusieurs très courtes. Bon, il y a une deuxième adaptation d'Edogawa Rampo qui est Un amour inhumain, que je vous laisserai découvrir également, et une série de courtes nouvelles qui suivent. Mais celle dont je voulais vous parler, parce qu'elle est doublement intéressante, c'est la nouvelle qui suit la lécheuse et qui s'intitule Le maître Kazuo. Alors, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que, eh bien, étant un peu néophyte en manga d'horreur, donc j'avais voulu approfondir un peu mes connaissances et je m'étais procuré le numéro spécial du magazine Atom consacré justement au manga d'horreur. Et en lisant ce manga, en lisant ce magazine, eh bien, on découvre vraiment toute la filiation qu'il y a entre Umezu Kazuo et Junji Ito. Je vois que ça clignote, bon, ça tourne. Alors, il y a une nouvelle, je vais la retrouver. Le maître Kazuo, page 139, oui, j'avais même, vous voyez, j'avais mis un post-it. Et comme je ne sais plus à quoi correspondent les couleurs, donc voilà la nouvelle, la couverture, enfin la première image. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Donc, le maître Kazuo, il s'agit de Umezu Kazuo. Umez, on le voit aussi souvent, hein, parce que le U, est prononcé comme un sifflement Umezu. Donc, on en fait l'élision, comme on dit, Umez. Donc, et effectivement, eh bien, Junji Ito a réalisé une nouvelle, un court manga, donc où il évoque ses souvenirs quand il était enfant,
sa relation au manga et en particulier sa découverte de Umezu. Et cela va fortement l'influencer puisque, alors je crois qu'à partir de là, il va trouver son style, savoir ce qu'il doit faire. Et toujours, il y aura souvent des clins d'œil, des références à Umezu Kazuo dans ses nouvelles. Et là, je crois que lui-même, hein, Junji Ito, se met en scène dans cette nouvelle. Je vais essayer de vous trouver Junji Ito enfant. Voilà. Junji Ito qui se dessine lui-même enfant. Donc il raconte sa découverte des mangas, des histoires que dessinait Umezu. Voilà, bon. Donc je peux considérer aussi que ce manga est une sélection dans le cadre du challenge de la crypte, ce qui finalement me fait 3 livres, et le 4e là que je suis en train de lire, j'en aurais quand même lu 4. Mais bon, c'est vrai que c'est pas grand chose. Alors j'ai mis quelques petites, pour terminer là, j'ai mis quelques petites images pour que vous voyez qu'on est bien chez Junji Ito. Voilà une. Je vais vous montrer une autre et puis après on passera à autre chose. Alors voilà, je ne vais pas parler de cette histoire, elle fait partie des courtes là, non? Bon voilà, donc après avoir lu ce magazine et avoir vu donc cette ce petit hommage à Umezu par Junji Ito, j'ai décidé de m'intéresser aussi à Umezu, et donc je me suis mis à lire du Umezu. Et le premier dont je voudrais vous parler, c'est donc Orochi. Alors je vous montre, il y a encore des brouillons, je vais les sortir. Hein. Voilà, Orochi. En fait, c'est un manga en 4 volumes, ça c'est le premier. Donc j'ai les autres, je peux vous les montrer. Donc voilà le 2. Oui, c'est 2. Voilà le 2. Le 3. Je me suis trompé. Non. Et le 4. Voilà, donc je n'ai lu pour l'instant que le premier, dont je vais vous parler un tout petit peu. De toute façon, je pense que le principe de cette série, les principes de cette série se trouvent dès le premier tome. Donc, première remarque, comme je le fais assez souvent, c'est une remarque sur le titre Orochi. Ah, Orochi, en fait, c'est le nom du personnage principal, mais il faut savoir que c'est un nom qui fait référence à la mythologie nippone, puisqu'en fait c'est le nom d'un serpent qui a plusieurs têtes, un peu comme
dans la mythologie grecque, on a l'hydre. Donc c'est un serpent qui a plusieurs têtes. D'ailleurs, il y a des références à ce serpent à plusieurs reprises. Et le personnage d'Olochi, donc qui est encore une fois une jeune femme, eh bien, c'est un personnage. Alors, je ne sais pas si je dois reprendre mes notes. Oui, c'est un personnage extrêmement étrange, puisqu'elle est dotée de pouvoirs. Donc, elle apparaît dans des histoires. Elle n'est pas forcément là au début. Elle apparaît même un court moment. Et elle a donc des pouvoirs qui vont lui permettre de modifier totalement la vie des autres. Par exemple, et je crois que c'est dans la première nouvelle, elle a le pouvoir d'effacer la mémoire. C'est un de ses pouvoirs. Alors, Olochi, comme ça, elle va apparaître dans toutes ces nouvelles et ces 4 tomes eh bien, nous racontent un peu toutes ces interventions. Je vous montre également alors quelques images. Bon, là encore une fois, je ne veux pas trop en dire. Donc voici une représentation de Olochi. J'essaie de vous trouver une autre image avant de clore. Ben, c'est toujours compliqué, il faut vraiment que... Ah, il y a une très très bonne histoire, s'intitule Les Eaux. C'est une histoire qui est assez copieuse, hein, qui fait la moitié, en fait, une bonne moitié même du manga. Ah, il va falloir que je fasse vraiment quelque chose parce qu'à chaque fois c'est pareil. Bon, je vous montre une image, voilà, par exemple. Donc pour que vous ayez aussi une idée du style de Umezu. Alors, inutile, je pense, de vous dire qu'il y a une parenté de style entre Junji Ito et Umezu. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus pour l'instant. Moi j'ai vraiment accroché à Olochi. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est ce qui m'a décidé d'ailleurs à acheter les 4 tomes. Et également, mais ça je ne l'ai pas encore lu, je vous en parlerai plus tard. Donc l'école emportée. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, il y a pas mal de mangas, puisque les 2 suivants sont encore des mangas. Donc le premier dont je veux vous parler, là aussi il y a un long article dans ce numéro 17 d'Atom, donc que je vous conseille, puisque l'auteur est maintenant assez connu, c'est Gu Tanabe. Est-ce que je mets à l'endroit? Voilà, ça sera mieux. Gu Tanabe, le Molosse. Alors le Molosse, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois un recueil de petits mangas et je vais essayer de trouver... voilà. Et vous le savez, là aussi je pense, Gu Tanabe s'est spécialisé dans l'adaptation en manga des récits, des histoires de Howard Philip Lovecraft. Alors ici, donc on a 3 nouvelles on est toujours dans cette collection Les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Et ici, on a 3 nouvelles de Lovecraft. On a Le Temple, Le Molosse et La Cité sans nom. Alors, je vous invite à... Oui, j'ai eu quelques soucis avec ce manga.
parce que, je vais vous montrer, hein, c'est la lisibilité en fait. C'est pas les dessins, même si souvent, mais ça je le fais très très souvent, j'utilise une loupe pour regarder un peu les détails, mais ici j'ai été obligé d'utiliser une loupe parce que je n'arrivais pas à lire. Donc je vais essayer, j'avais d'ailleurs mis un petit post-it quelque part. Bah, évidemment, je ne retrouve pas. C'est terrible, je ne retrouve pas du tout. Bon, eh bien, tant pis. J'aurais voulu quand même vous montrer pour vous prévenir que vous pouvez rencontrer quelques difficultés de lecture. Mais il faut que je retrouve. Il y en a, oui, il y en a. Bon, c'est pas ce que je cherchais, mais comme la nuit commence à tomber, vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Voilà, je vous le rapproche, et c'est ça. Vous avez souvent des dialogues ou des explications comme ça, peu lisibles, et là, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup, mais souvent il y en a même beaucoup plus, et c'est peu lisible, donc il faut une loupe. Moi, il m'a fallu une loupe pour pouvoir lire, et donc ça gêne à la fluidité de lecture. À part ça, bon, je vous dirais, si vous voulez un peu vous mettre donc, à Gutanabe, c'est peut-être pas par celui-là qu'il faut commencer. Il faut peut-être prendre quelque chose. Excusez-moi, je vais me lever, je vais allumer parce qu'il fait vraiment nuit. Voilà, il y a beaucoup plus de lumière. Bon, mais c'est voilà, c'est la lumière d'ambiance. Pour l'instant, j'ai toujours pas non plus. Il me manque quelques parapluies, tout ça, un peu pour faire une lumière diffuse et plus douce, quoi. Mais bon, ça viendra au cours de nuit. Où en étais-je? Je vous disais, donc oui, je vous disais, si vous voulez commencer Gutanabe, peut-être c'est pas par celui-là. Alors, remontons un peu. C'est toujours du Gutanabe, mais ici, on est dans un petit recueil qui reprend ses premières, en fait, on pourrait dire un peu à la manière de Junji Ito qui, découvrant les mangas de Umezu, trouve sa voie de mangaka. Eh bien, Gutanabe, en quelque sorte, il était déjà mangaka, bien sûr, avant, mais lorsqu'il a découvert et lorsqu'il a lu Lovecraft, il a d'ailleurs commencé par The Outsider, c'est-à-dire traduit en français par je suis d'ailleurs. Je suis d'ailleurs. Donc, nouvelle de Lovecraft parue, alors je crois que c'est expliqué au début, non, 1925-27, je ne sais plus exactement. The Outsider, c'est la première. D'après, donc, je suis d'ailleurs. Voilà, d'après je suis d'ailleurs, de H.P. Lovecraft. Et je pense que, parce qu'il y a là aussi à chaque fois des petites explications entre chacune des nouvelles, enfin des mangas, une petite explication sur les conditions de naissance de ce manga. Et ici, bon, je vais arrêter parce que mes trucs là, j'en mets partout, mais après je ne sais plus retrouver quoi que ce soit. Euh, je devrais être à la fin là, oui. Ah voilà, donc il y a à chaque fois une petite explication.
Et une petite présentation également de l'auteur, je crois. Oui. Et donc, il nous explique que la première publication de la nouvelle, hein, Je suis d'ailleurs, The Outsider, c'est une publication d'avril 2004. Avril 2004, donc ça, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait bientôt 20 ans. Et à partir de là, donc Gutanabe s'est mis à adapter les récits de H.P. Lovecraft, et aujourd'hui il y en a pas mal, et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Alors là aussi, je me suis mis à les collectionner, donc je me rends compte que je collectionne maintenant les Junji Ito, les Gutanabe, les Kazuo Umezu. Je vais m'arrêter là. Oui, non, je ne vais pas m'arrêter là parce que je ne vous ai pas encore dit le reste. Il y a encore deux, trois petites choses que je voudrais vous dire sur ce petit recueil. Voilà le recueil. Hein, alors il est possible que Je suis d'ailleurs ait été repris dans un autre recueil. Je ne sais pas. Oui, alors, donc, nous avons également dans ce recueil deux autres nouvelles qui sont également des adaptations. Donc, on a une adaptation qui est La Maison à mezzanine. La Maison à mezzanine, qui est un texte d'Andrei Tchekhov. Et je vous les lis, hein, c'est plus facile. Et 26. C'est plus facile quand c'est lisible. 26 quoi? Je ne sais pas. À 26 gars. 26 gars et une fille. Voilà, 26 gars et une fille. Et pour presque la moitié, donc, nous avons un dernier manga qui, lui, est en 4 parties. 4 parties. Qui est cette fois, donc, une histoire originale et qui s'intitule. Ah non, hein. Ah là là là, c'est pas au point du tout ce que je veux. C'est pas du tout au point. Voilà, voilà. Bon, là aussi on a un peu ce problème, hein. C'est peut-être moins frappant dans ce recueil, mais vous voyez, on a beaucoup de textes. On a beaucoup de textes et qui n'est pas forcément hyper lisible. C'est bien si ça aurait été bien d'avoir une édition un peu plus grande. Enfin bref. Après, c'est une question de prix. Moi, je cherche toujours. C'est Juga. 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 Juga, c'est donc. Vous voyez, c'est presque. Si je mets comme ça, hein, c'est presque la moitié. Donc, Juga, c'est toute la fin. Dernière partie, c'est le quatrième texte. Mais il est en 4 parties et il fait la moitié du recueil, enfin du manga. Je ne sais pas si je vais plus loin. Non, je ne vais pas plus loin. On s'arrête là.